Alors, nous allons discuter des objectifs de développement durable qui devraient être décidés par les Nations Unies à la fin de cette année et qui sont des objectifs précis, concrets, pour l'action de tous les pays entre cette année, la fin de cette année, et l'année 2030. Donc c'est le programme d'action du monde pour les 15 prochaines années. C'est donc très important. Nous allons discuter ensemble, faire le point sur le processus diplomatique, c'est-à-dire la préparation de ces objectifs et leur nature. Qu'est-ce que ça va être? À quoi ça va ressembler? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Bon, on va parler donc du processus dans une première partie. Et puis ensuite, on parlera de quelque chose qui est considéré par certains comme très technique, mais qui en fait ne l'est pas tant que ça. C'est la question des indicateurs de suivi de ces objectifs de développement durable. C'est un sujet sur lequel le partenariat français pour l'eau a beaucoup travaillé, parce qu'il est conscient que ces indicateurs vont être la clé du succès du processus. Donc nous allons, dans une deuxième partie, discuter précisément de ces indicateurs et des difficultés qui restent à surmonter pour que ces indicateurs soient pertinents, efficaces et effectivement suivis. Alors j'ai autour de moi un certain nombre de personnalités qui vont s'exprimer sur ces différents sujets. Monsieur Xavier Sticker, qui est ambassadeur de France pour l'environnement. Monsieur Marco Daniel, du partenariat suisse pour l'eau, le Swiss Water Partnership, qui nous fera part des attentes et des actions de la communauté suisse. Graham Alabaster travaille aux Nations Unies, où aujourd'hui, il s'occupe essentiellement de préparer le suivi des indicateurs dans le secteur de l'eau, en anglais le monitoring, des indicateurs, ce qui est un élément absolument essentiel pour le succès de l'ensemble de cette opération politique. À ma droite, il y a Philippe Guettier, qui est le directeur général du partenariat français pour l'eau, et que je remercie de nous accueillir ici, parce que c'est lui on est chez lui. Et il nous parlera des indicateurs tels que le partenariat français les considère. Et enfin, Christophe Lejallet, qui est également membre du partenariat français pour l'eau et qui est un grand spécialiste des questions d'assainissement. Il nous parlera de tout ce qui concerne les indicateurs assainissement. Alors je vais commencer par le processus. Avant de demander à M. Sticker où en sont les négociations diplomatiques, je voudrais simplement vous rappeler ce qu'on cherche. On parle d'objectifs de développement durable post-2015. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ensemble des pays vont se fixer des objectifs communs d'action pour la période 2015-2030, donc j'avais dit, pour 15 ans. Ces objectifs vont concerner tous les pays, et pas simplement les pays en développement, contrairement aux objectifs du millénaire pour le développement, qui, eux, ciblaient les pays en développement. Les objectifs de développement durable, SDGs en anglais, eux, concernent tous les pays et toutes les composantes du développement durable. Donc, ils ont tous, à l'intérieur, des dimensions sociales, d'équité sociale, développement social, de développement économique et de protection de l'environnement. Donc ça, ce sont les objectifs. Ce qu'on attend, c'est un programme d'action. Donc on n'attend pas une résolution qui dise « le monde voudrait arriver à telle chose ». C'est beaucoup plus précis que cela. Il y aura des cibles, c'est-à-dire des choses concrètes, mesurables, et on va mesurer les progrès vers ces cibles. Pour que ceci fonctionne, l'architecture ou l'ensemble que l'on attend est formé de 4 briques. Il y a tout en haut les objectifs.
qui sont, je dirais, l'aspiration, l'idéal vers lequel on cherche à faire des progrès. Par exemple, pour ce qui nous concerne directement, il y a un objectif pour l'eau et l'assainissement, pour tous. Mais de façon plus précise, à l'intérieur de ces objectifs, goals en anglais, il y a des cibles, targets en anglais, qui sont quantifiées. D'ici 2030, on veut atteindre 100% de quelque chose ou 50% de quelque chose. C'est quantifié. Troisième brique, les indicateurs qui vont permettre de mesurer les progrès vers les cibles quantifiées. Donc les indicateurs, ce sont des éléments statistiques extrêmement précis. C'est ce que vont devoir mesurer tous les offices nationaux de statistiques dans tous les pays, de façon à pouvoir définir le taux de satisfaction, le taux de progrès vers les cibles mondiales. Et enfin, la quatrième brique, ce sont les mécanismes de suivi, ou de monitoring en anglais. C'est-à-dire, quelle est l'organisation va-t-il falloir mettre en place pour que les indicateurs soient effectivement mesurés et qu'on soit capable de faire les additions qui permettent d'avoir des chiffres valables au niveau mondial. Donc vous voyez 4 éléments: objectifs, cibles, indicateurs, mécanismes de suivi. En anglais, goals, targets, indicators and monitoring mechanisms. Nous allons explorer ces 4 briques et je vais demander d'abord à Xavier Sticker de nous dire où en sont les négociations sur ces sujets. Alors les négociations sont en effet un sujet d'actualité puisque une partie d'entre elles se déroule en ce moment même sur la question de l'interface entre le financement du développement et les objectifs de développement durable dans l'attente de la reprise de la session sur les objectifs de développement durable et sur le texte lui-même sous la forme d'un deuxième projet de texte dans le courant du mois de mai. Donc nous sommes dans une période où la négociation est toujours très vivante. En même temps, Gérard, vous venez de le rappeler, les paramètres sont bien posés entre les objectifs, les cibles et les indicateurs objets de la négociation. Pour ce qui est des objectifs eux-mêmes, au nombre de 17, ils sont ceux qui ont été présentés par le groupe ouvert des Nations Unies et la France fait sienne les préconisations et les dispositions de ce rapport. Nous le défendons tel qu'il est, nous le défendons dans sa totalité, nous le défendons dans son intégrité. Et nous sommes dans une logique de maintien et de défense du texte actuel sans changement, alors qu'un nombre très limité d'acteurs dans la négociation cherchent encore à rouvrir le jeu, eux qui avaient abordé cette négociation elle-même en considérant qu'il convenait de réduire le nombre d'objectifs et à la fin des fins, rester plus proche, au fond, pour interpréter les choses d'une manière ramassée, de la logique des objectifs du millénaire par rapport à celle du développement durable, qui implique une transformation de la logique et de l'état d'esprit qui guide ces travaux et qui donc se traduira par les résultats et les objectifs et les cibles et les indicateurs agréés au sommet de New York au mois de septembre. Donc défense de l'intégrité du rapport du Open Working Group. S'agissant des cibles elles-mêmes, ouverture limitée à la possibilité de corriger les erreurs matérielles ou de remplir des indications chiffrées qui n'avaient pas été déjà insérées dans le texte aux étapes antérieures de la négociation. Et ce sera l'objet d'ailleurs des travaux qui sont devant nous lors de la session de négociation du mois de mai. C'est cela et rien d'autre. Et à côté de ça, le travail sur les indicateurs dont il a été acté lors de la dernière session qui s'est déroulée fin mars, tout début avril, que le travail serait confié à la Commission statistique des Nations Unies. Ce serait un travail qui ne ferait pas l'objet formellement d'une négociation intergouvernementale, un travail qui impliquera
les différentes agences statistiques des États membres des Nations Unies, avec un groupe d'amis dont il se trouve que la France occupe par l'intermédiaire de l'INSEE la coprésidence. Et l'objectif, en même temps que l'enjeu, c'est de parvenir à avoir des indicateurs qui sont non seulement pertinents, mais qui sont aussi ambitieux et qui, parce que par exemple ils n'auraient pas été posés de façon suffisamment ambitieuse, ne permettraient pas au cadre qui doit être agréé au sommet de New York de jouer le rôle transformateur qui doit être le sien sur les modèles économiques, les modèles environnementaux, les modèles de développement et plus généralement les politiques qui sont conduites. Donc pour ce qui est de ce travail-là, c'est un travail qui va s'étaler dans le temps et dont, quelles que soient les étapes intermédiaires ou les revues ponctuelles, on doit considérer qu'il se consolidera au mois de mars de l'année prochaine. C'est en tout cas le cap qui est donné, l'échéance qui est fixée. Donc encore beaucoup de travail devant nous sur cette question des indicateurs en particulier, sachant que, une fois encore, la logique du point de vue français pour les objectifs, c'est d'en rester là où nous sommes. Et c'est d'ailleurs l'état d'esprit de l'immense majorité des États membres des Nations Unies, de même que sur les indicateurs, sur les cibles, considérer que l'essentiel du travail est fait, à part quelques chiffres qui restent à remplir et à compléter. Voilà, alors ça c'est pour le cadre général. En ce qui concerne l'eau, il y a tout lieu de se réjouir du fait que l'objectif est atteint avec un objectif 6 pour l'eau, avec les 6 cibles qui sont proposées en vue de décliner cet objectif, et puis le travail d'indicateur qui lui reste là également à mener. C'est un beau succès pour le secteur de l'eau, comme pour nous tous qui sommes attachés à cette question et à ce secteur et à l'eau en général. C'est un succès d'ailleurs avec cet objectif pour l'eau qui est complété par le caractère transversal de l'eau et le fait que d'autres cibles se référeront à l'eau sous d'autres indicateurs. Et donc c'est pour nous un succès qui va au-delà même de ce qu'était, je dirais presque, l'attente initiale quand la demande portait sur un objectif sur 17 dédié à l'eau. Maintenant, il faut consolider ce travail et veiller à ce que rien ne soit fait dans la négociation qui nous écarte de cet acquis. Qu'est-ce qui pourrait nous en écarter et quels sont les domaines de vigilance qui doivent faire l'objet de notre suivi, de notre attention? Premièrement, je voudrais dire que la question du financement reste posée. La question du financement, c'est le sommet d'Addis Abeba au mois de juillet. Et c'est important que la communauté de l'eau reste mobilisée sur ce sujet, pour que on puisse veiller à ce qu'il y ait des financements qui aillent au secteur de l'eau. Et ça ne se fera pas tout seul. Et ce sera le rôle des acteurs de l'eau. Et je dois dire d'ailleurs, en revenant un peu en arrière, qu'il faut rendre hommage au travail qui a été fait par le partenariat français pour l'eau, si je peux me permettre cette remarque à titre national ici, avec le travail qu'il a réalisé sur les objectifs. Je crois que vous pouvez vous permettre, les gens qui participent au partenariat français apprécient que vous disiez ça. N'hésitez pas. Mais bon, je ne veux pas trop ostensiblement hisser devant tous ici le pavillon. Mais en tout cas, grâce soit rendue au travail que vous avez accompli et qui trouvera très utilement à être complété par un investissement pour que la question des financements pour l'eau soit traitée à Addis Abeba. Votre rôle d'advocacy, si j'ose dire, sera utile dans cette perspective-là. C'est aussi un message, et j'ai saisi l'occasion de contact ces derniers jours pour l'exprimer. C'est aussi une attente que l'on doit exprimer au Conseil mondial de l'eau, qui doit être à Addis Abeba, et qui doit se préparer à aller à Addis Abeba, qui doit se préparer à passer des messages en ce sens aussi à Addis Abeba, de manière à ce que chacun des acteurs internationalement reconnus dans le secteur de l'eau exprime cette attente et cet intérêt. Le Conseil mondial de l'eau. Quand vous exprimez le fait que les questions de financement ne sont pas encore vraiment éclairées, est-ce que votre inquiétude ou
le point d'interrogation que vous venez d'évoquer est spécifique à l'eau ou c'est valable pour l'ensemble des objectifs? Ça vaut pour l'eau. J'en suis conscient, mais est-ce que c'est la même chose pour les autres secteurs ou est-ce que vous pensez qu'il y a une question particulière sur l'objectif eau? Je pense qu'il faut être attentif à l'objectif eau et à son financement. Oui. Parce que cette préoccupation-là, si ce ne sont pas les acteurs de l'eau qui l'expriment en premier, elle trouvera plus difficilement moyens, disons, et matière à être relayée dans ce qui est une négociation, comme cela vaut, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour les négociations sur les questions climatiques, où un des aspects importants pour que l'eau soit pleinement prise en compte, c'est qu'il y ait des voix qui s'expriment de la part non seulement du secteur de l'eau, mais parmi les États qui sont concernés, qui sont impliqués, pour que remonte aux différents négociateurs nationaux le fait que l'eau est important et que, à titre national, il est de leur intérêt en tant qu'État de défendre le secteur de l'eau. Je crois que c'est de bonne politique. Donc aujourd'hui, la France soutient l'objectif eau tel qu'il a été proposé l'année dernière, avec ses 6 cibles opérationnelles. Il y a d'autres pays qui font la même chose. Mais est-ce qu'au total, vous pensez qu'il y aura consensus pour garder ces 6 cibles à l'intérieur de l'objectif eau? Mais la France se battra pour ça. Alors on va écouter ce que disent nos amis suisses sur la question. Je rappelle que dans la négociation au groupe de travail ouvert l'année dernière, celle qui a abouti à la définition de cet objectif et les 6 cibles, la France et la Suisse partageaient le même micro. Elles s'exprimaient d'une même voix. Donc elles ont travaillé ensemble. Alors je voudrais demander à Marco Daniel du partenariat suisse pour l'eau, quel est le point de vue de votre communauté sur ce processus? Est-ce que vous pensez que vous allez obtenir satisfaction? Oui, merci beaucoup pour me donner la parole. Bonjour à tout le monde. Comme je viens de la partie suisse alémanique, I'm going to speak in English now. So thank you very much, Philippe, for inviting us here, and I am very happy to present the Swiss perspective on the SDG on water. I am not representing the Swiss government, but I'm representing the Swiss Water Partnership, which is similar to the French Water Partnership, an association which brings together a multitude of different actors. And one of our objectives is, as you can see here, to foster a water dialogue, so to bring in the voices of the different members we have. And I saw the ministerial declaration from the World Water Forum recently, and I was very impressed when I compared it to the declaration we had 3 years ago. And I think there is a massive progress in terms of integrated water resources management, transboundary issues, etc. They all come into this declaration, and this some years ago was not possible. And there you see somehow the impact that these SDG on water negotiations over the last years had. So I would like to go a step back and kind of show you or illustrate to you how we got here. And I'm talking from the Swiss perspective, but always acknowledging that there are also many other actors who have contributed to that we are there where we are now. So the Swiss Water Partnership in 2013 made a consultation of our members to jointly with the Swiss government define the Swiss position for a water secure world. And as you can see on this slide here, it includes one part on drinking water, sanitation and hygiene, another one on integrated water resources management, a third on wastewater management, and then the last on resilience and water-related disasters. And if I look at the declaration of ministers, which was adopted on Monday, maybe only the resilience to water-related disasters was not strong enough, but all the others are very strong. And also in the SDG on water, you can see the same picture. And basically, we consulted with our members, and then they
provided input to a draft position that the Swiss government had, and then all the 70 members endorsed this position. So this gave the Swiss position much more legitimacy, and at the same time it gave our members ownership on this position, and we could then, together with others, so the Swiss government on their side, they made advocacy amongst the governments and on the diplomatic level, whereas we as a national water partnership, we jointly with other water partnerships also engaged in advocacy work to push for a strong and dedicated water goal. So that's how we have been collaborating strongly with the French water partnership amongst others, but there were also many water partnerships from the developing countries involved in advocating, and some of the members of these water partnerships themselves. This next slide just shows you the details of the Swiss position, but I don't want to bother you with these details. But basically, this consultation and this strong commitment of the Swiss organizations for a water goal led to water being one of the top 4 priorities for the Swiss government in the negotiation process. And I think Switzerland, you can say, has played kind of an active role in different processes, such as the Friends for Water, and also this week, to take an example, on Tuesday there was a high-level ministerial conference with participation of the ministers from Netherlands and South Africa, which was organized by Switzerland on the SDGs. So the Swiss government has played a key role in the international community to actually push for a dedicated and integrated water goal, which does not only address water, sanitation and hygiene, but also the other aspects related to water, such as the ones I mentioned before. And so this is the Swiss position, and now I would like to end on saying that, well, thanks to all these advocacy efforts, jointly with others, we have got where we are now, and we have this good and strong and ambitious water goal. I would like to talk quickly about the monitoring, and I think that here, the indicators and monitoring, I think here it is very important to stress that we, as Switzerland, think that we should build up on what already works well. So we shouldn't replicate or reinvent the wheel. So if there is there are already very good monitoring mechanisms for the wash component. However, for the water resources management and for wastewater and also for the resilience part, this is still developing. So we would like to stress, and Graham, you're going to talk more about this later on, that the GEMI initiative should take up this, and that we should link it to national statistics offices to then actually have a good monitoring framework based on indicators which can actually measure progress. So they shouldn't be too ambitious to discourage countries, but they should still be kind of like ambitious enough that we make progress until 2030. Merci beaucoup, Marco. J'ai envie de demander à Philippe Guettier de réagir sur ce que Marco vient de dire en tant que partenariat. Puisqu'il a expliqué qu'il y avait eu un travail au sein de toute la communauté des acteurs suisses, qui ils sont mis d'accord sur des priorités, ils ont discuté avec leur gouvernement. Est-ce que ça s'est passé comme ça en France ? Bonjour à toutes et à tous d'abord. Je pense qu'on peut faire un parallèle entre ce qui a été fait en France et ce qui a été fait en Suisse. Les acteurs français de l'eau au sein du PFE ont beaucoup avancé et assez tôt en fait dans le temps sur le principe d'obtenir un objectif eau avec les 6 cibles telles qu'on les voit aujourd'hui et a été très rapidement en liaison avec le ministère des Affaires étrangères français, en fait, qui portait la position française dès le départ. Si l'on veut être tout à fait transparent, les choses ne se sont pas faites toutes seules.
côté français, les membres du PFE étaient convaincus depuis le départ de l'importance, de la nécessité de disposer d'un objectif eau avec des cibles assez larges. Dans nos relations avec le ministère des Affaires étrangères, nous avons insisté assez fortement, régulièrement, sur cette importance. Nous avons compris aussi que politiquement, diplomatiquement, la situation pour ce ministère n'était pas forcément facile sur cette question de l'eau, puisqu'il y a bien d'autres priorités, il y avait bien d'autres sujets. Et tactiquement, si je puis dire, il y avait une certaine stratégie qui avait été arrêtée. Et la question de l'eau, en fait, est arrivée, mais elle est arrivée, c'est là-dessus que je voudrais insister, assez tard finalement en termes de oui, mais en priorité. termes de contenu dans Alors, l'objectif eau, j'ai l'impression que le processus a beaucoup ressemblé à ce qui s'est passé en Suisse. Alors, je vous Sur tenais les à dire ça priorités. quand même, parce que je pense que c'est important de le dire à nos membres et à nos partenaires. Il faut se battre. Il faut se battre pour justement obtenir des uns et des autres, de ceux qui négocient en fait, le fait d'aller vers un objectif. Il a fallu se battre, il faut encore se battre, parce que je pense que même si, comme vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, les choses sont bien engagées, tant que l'agenda post-2015 n'a pas été adopté, il faudra se battre pour être certain qu'il y aura évidemment un objectif eau. Alors ensuite, le contenu de l'objectif eau. Ça, c'est après un autre sujet, puisque depuis le départ, comme nos amis du partenariat suisse, nous avons défendu le principe d'un objectif avec 6 cibles qui ne soit pas uniquement lié à la question de l'accès à l'eau et l'assainissement, c'est très important, mais dès le départ, les membres du partenariat français pour l'eau ont insisté pour avoir un objectif qui intègre aussi bien la question de la gouvernance, la question de la lutte contre la pollution, la question de la résilience au regard de l'adaptation au changement climatique. Donc d'avoir quelque chose, et également c'est la 6e cible, la question de la préservation de la biodiversité, hein, d'avoir un objectif qui soit très large. Aujourd'hui, le groupe ouvert est allé en ce sens. C'est, de notre point de vue, une très grande avancée. Mais soyons vigilants, parce que rien n'est encore totalement fait, même si on peut penser qu'aujourd'hui, les choses sont très bien engagées. D'accord. Bon, donc en termes de processus, vous voyez que les choses sont très avancées pour la préparation de la grande décision qu'on attend tous pour le mois de septembre, qui sera la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, qui va adopter des objectifs de développement durable et les cibles correspondantes. Vous avez compris que le brouillon est prêt, il comprend un objectif eau, il comprend 6 cibles opérationnelles qui traitent de l'accès à l'eau potable, en étant ambitieuse, puisqu'il s'agit d'un accès universel à de l'eau qui est potable, effectivement, et qui a même d'autres qualités. Il y a une cible pour l'accès aux toilettes, des toilettes correctes pour tout le monde. Il y a une cible pour la gestion de la pollution des eaux par les activités humaines, en particulier la gestion des eaux usées. Ça, c'est tout à fait nouveau, parce que dans sur ce qu'on appelle l'agenda international, il n'y avait strictement rien sur la question jusqu'à présent. Il y a 2 cibles qui sont liées à la gestion des ressources en eau. Ça aussi, c'est complètement nouveau. Et il y a une cible qui, elle, existait déjà, mais elle a été intégrée dans cet ensemble. C'est une cible de protection des écosystèmes. Tout ceci, à ma connaissance, correspond parfaitement à ce qu'avait demandé le partenariat suisse pour l'eau et à ce qu'avait demandé le partenariat français pour l'eau. Il n'y a peut-être pas de miracle là derrière, mais en tout cas, c'est comme ça et on s'en félicite. Alors avant de terminer le débat là-dessus, puisque ça semble bien préparé, je voudrais quand même demander, c'est un peu technique, m'excusez, mais demandez à l'ambassadeur, à M. Sticker. Je dis le brouillon est prêt, c'est presque vrai. Il manque une chose. Dans les cibles eau, il y en a une dans laquelle il manque un chiffre. C'est la cible sur la gestion de la pollution, qui a 2 sous-cibles quantifiées. L'une, elle est sur la gestion des eaux usées. Et là, il s'agit de réduire de moitié d'ici 2030
la quantité d'eau usée qui n'est pas épurée, c'est-à-dire dont la pollution n'est pas enlevée. Mais il y a une deuxième cible qui consiste à augmenter de X% les flux d'eau usée qui sont réutilisés, ce qui est un sujet majeur dans les pays dans lesquels l'eau manque, les pays de pénurie hydrique, où le stress hydrique augmente. Mais ce X% n'existe pas encore. Et diplomatiquement, il y a une initiative qui a été prise il y a 15 jours. Les négociateurs ont devant eux maintenant une feuille qui demande un doublement de la quantité d'eau recyclée. Mais à ma connaissance, la première réaction des États était de dire on ne rediscute pas des cibles et donc on ne discute pas du X%. Mais ça paraît peu tenable. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un éclairage sur le fait que ce X% sera un jour clarifié ou au contraire passera aux oubliettes? Merci. Non, je ne peux pas vous répondre sur ce sujet. Je ne suis pas alerté sur ce point-là. Ma réaction spontanée, dans une logique de cohérence, est de considérer qu'il y a des chiffres qui sont entre crochets, en tout cas à préciser, et que la logique de la négociation veut qu'on traite maintenant des chiffres entre crochets, des X et des Y, en d'autres termes, qui sont encore dans le corps du texte, dans une logique ou bien de précision, ou bien de toilettage. Et ça fait partie des choses qui sont encore devant nous. En tout cas, il serait curieux que l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre adopte un texte avec un X étonnamment entre crochets. Vous nous avez dit la France veut ne rien bouger. Alors, non, j'avais précisé qu'il y avait sur la question on ne veut rien bouger sur les objectifs. Sur la question des cibles, nous sommes ouverts à cette approche qui vient des cofacilitateurs, qui consiste à faire le travail technique de révision et de toilettage, pour autant que cela reste circonscrit à cela. Maintenant, je ne suis pas en mesure de vous dire ce qu'est la position ou bien que l'on défend ou bien que l'on va défendre d'ailleurs concernant le niveau chiffré ou non à mentionner ici. Voilà, je crois que parmi les autres éléments de flexibilité figurait et c'est un aspect des négociations auquel d'ailleurs on doit être attentif. Nous voulons avoir à la fois un cadre universel et un cadre qui, pour obtenir l'accord et l'assentiment de l'ensemble des États membres des Nations Unies, exige aussi certains degrés de flexibilité en fonction de situations régionales. Et de ce point de vue-là, on peut très bien considérer aussi que les situations sur le plan hydrique ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre en ce qui concerne le besoin de procéder à une réutilisation, disons, de l'eau déjà utilisée à ces fins. Mais voilà, je ne voudrais pas élaborer plus avant, faute de vous donner un avis informé. Bon. Vous avez un avis sur la question? Oui, je peux juste dire que en préparant cette session, j'ai lu rapidement le rapport de notre délégation suisse qui était à cette négociation. Et puis la position suisse, c'était qu'on ne veut pas réouvrir les négociations sur the targets, but we rather want to focus now on the indicators and on the monitoring framework. And regarding your specific question, I know that the Swiss position is that there should be a specific mention to half the amount of wastewater that is emitted. So they say if we reopen the negotiations on the targets, then we should try to address the X's which are still there. Ok. Bon, c'est parfait. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'espoir pour que cet objectif eau et les 6 cibles soient adoptés en septembre. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et le partenariat français, depuis 2 ans, a anticipé sur la suite, sur la question des indicateurs. Pourquoi? Parce que le partenariat français a très tôt compris que l'architecture d'ensemble était la même que celle des objectifs du millénaire, et que dans le cas des objectifs du millénaire, il s'était passé quelque chose de tout à fait désagréable. À savoir qu'il y avait un objectif pour l'accès des populations à l'eau potable, que cet objectif a été mesuré par un indicateur qui a été régulièrement suivi, mais que finalement, il ne mesurait pas
les personnes qui avaient de l'eau potable ou qui avaient de l'eau non potable. Il mesurait autre chose. Et donc, on s'est rendu compte que le monde entier, que ce soit les gouvernements ou les médias, le monde entier, sous-estimait largement le nombre de personnes qui n'avaient pas d'eau potable, c'est-à-dire les personnes qui utilisaient de l'eau contaminée, dangereuse pour leur santé. Ceci parce que l'indicateur qui était nécessaire pour suivre la cible politique n'était pas disponible et qu'on a dû utiliser un autre indicateur qui n'était pas tout à fait approprié. Donc on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse aux indicateurs dont on va avoir besoin. Alors je laisse la parole à Philippe Guettier qui va nous dire quel travail les acteurs français ont fait sur la question. Oui, effectivement, il y a maintenant près d'un an, sous la présidence de mon voisin Gérard Payen, un groupe de travail du Partenariat français pour l'eau, donc un groupe multi-acteurs, s'est amusé, si je puis dire, à essayer de creuser la question des indicateurs en partant de ce que Gérard vient de citer et qui était quand même un petit peu gênant puisque les chiffres dont nous disposions il y a à peu près un an sur la mise en œuvre de l'objectif du millénaire pour le développement sur l'eau, en tout cas de la partie cible eau, conduisait à ce que on avait une donnée de 700 ou 800 millions de personnes qui n'avaient pas accès à l'eau potable, alors que la réalité des chiffres était qu'aujourd'hui, nous avons des données beaucoup plus précises qui montrent que 1,8 milliard de personnes dans le monde utilisent une eau qui est contaminée. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Si l'on part d'un chiffre de 800 millions ou d'un chiffre de 1,8 milliard, ce n'est pas du tout la même chose. Et encore, ce chiffre de 1,8 milliard, il est probablement sous-estimé, puisque certaines sources disent qu'aujourd'hui, il y aurait 2,5 milliards de personnes dans le monde qui consomment une eau non potable. Donc, évidemment, ce chiffre interroge, puisque si on part d'une situation de 800 millions ou si on part d'une situation de 2,5 milliards, les stratégies, les ambitions au niveau politique ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'est à partir de ces deux données que les membres du partenariat ont souhaité s'investir dans la question des indicateurs, en disant que obtenir un objectif eau, c'est parfait, des cibles telles qu'on vient de les voir, c'est parfait, mais si derrière les indicateurs ne sont pas à la hauteur des enjeux, l'agenda post-2015 aurait été un très bel exercice de communication, mais pas un exercice forcément utile pour faire évoluer la situation dans le monde, qui est quand même, en 2015, il faut le rappeler, une situation qui n'est pas acceptable. Alors, sur ces bases, nous avons fait un travail technique avec nos membres, avec nos experts. Nous ne l'avons pas fait seuls, bien sûr. Nous l'avons fait en liaison avec un ensemble de partenaires, en particulier le partenariat suisse, mais bien d'autres partenariats dans les pays du Nord ou les pays en développement. Nous l'avons fait en liaison aussi avec les agences des Nations Unies et nous avons été en contact très régulier avec UN Water. Graham nous en parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous avons déposé, si je puis dire, sur la table une contribution que vous trouverez sur notre site internet, une contribution à caractère technique qui, cible par cible, liée à l'eau, que ce soit dans l'objectif eau, mais aussi dans d'autres objectifs, l'objectif sur la santé, l'objectif sur l'agriculture, l'objectif sur l'énergie, pour ne citer que cela, nous avons proposé une série d'indicateurs avec deux points importants. Le premier, c'est un nombre d'indicateurs très réduit, l'idée étant d'avoir, dans la mesure du possible, un indicateur par cible, mais il y a certaines cibles qui sont finalement assez larges et qui demandent à avoir deux indicateurs, mais notre volonté, et d'autres la partagent, c'est d'avoir un nombre d'indicateurs le plus réduit possible. Et le deuxième élément, c'est d'avoir des indicateurs qui soient aujourd'hui utilisés.
de bâtir de nouveaux indicateurs vraiment lorsque c'est seulement nécessaire. Alors, utiliser au niveau global, utiliser au niveau régional. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui, eux, portent sur des régions comme par exemple la région méditerranéenne, mais en tout cas des indicateurs qui soient solides, sur lesquels on est sûr qu'il pourra avoir des données. Alors, on part de situations aussi qui, dans le monde, est quand même assez difficile, puisqu'il y a peu de pays qui disposent de systèmes nationaux d'information. D'ailleurs, ça, c'est dans la mise en œuvre de l'agenda post-2015, c'est un véritable sujet. Comment faciliter la mise en place de systèmes nationaux d'information? C'est bien d'avoir des indicateurs, mais c'est encore mieux si les pays peuvent évidemment capter les données concernant ces indicateurs. Ça, c'est un axe très très fort. Et donc, c'est sur ces bases que nous avons préparé cette contribution. Alors, la contribution aujourd'hui, vous avez un petit tableau sous les yeux qui vous présente les travaux de UN Water d'un côté et d'un autre côté, les travaux du partenariat français pour l'eau. Aujourd'hui, à 80%, les indicateurs proposés sont les mêmes. Donc il y a une véritable synergie. Nous ne sommes pas au bout de la route, au bout du chemin, puisqu'en fait, le travail sur les indicateurs qui est donc mené par la Commission statistique des Nations Unies a pour ambition d'aboutir en mars 2016. Donc on est sur un agenda qui est un petit peu plus long que l'agenda de l'Assemblée générale des Nations Unies qui, elle, se réunira en septembre 2015. On a encore un petit peu plus de temps pour affiner ces indicateurs. Je vais citer juste deux exemples où un travail reste probablement à faire, sûrement à faire, par rapport à ces indicateurs. Le premier, c'est sur la question de l'efficience des usages de l'eau, où là, il y a une position qui n'est pas tout à fait la même au niveau du UN Water, au niveau du partenariat français pour l'eau, mais nous sommes dans les principes à peu près sur la même tendance, mais Tu peux pas montrer il reste... le bas du truc? Alors, je ne sais pas utiliser ce truc-là. Ah, je vais le faire. Vous voyez, c'est le... Tiens, Christophe, je ne vois pas en plus ce qu'il y a. En fait, c'est l'indicateur 6.4 que vous avez sous les yeux. C'est le dernier, c'est la ligne C'est du bas. c'est la ligne du bas du 6.4 sur la water productivity, où là, effectivement, il y a un débat, il y a une discussion qui est lancée pour définir ce que peut être un tel indicateur. Alors, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez complexe. Il y a des expériences... Guy Fradin viendra nous en dire un mot dans quelques minutes. Hein. Alors, Guy Fradin viendra nous en dire un mot, effectivement, mais là, c'est un sujet technique. Il y a une expérience en Méditerranée, mais qui n'est pas totalement probante. Donc là, il y a vraiment un sujet, et dans les semaines et les mois qui viennent, le débat va s'ouvrir avec l'ensemble des partenaires, en particulier au niveau de l'initiative GEMI. Ça, c'est un des sujets, un des deux sujets sur lesquels il nous faut progresser. Et puis, je citerai un deuxième qui est plus sur la question un petit peu de la gouvernance. Hein. Donc, dans votre tableau, c'est la cible 6.5, où définir ce qu'est une bonne gouvernance est finalement un exercice assez difficile. Côté français, nous avons proposé un indicateur qui intègre un certain nombre de dimensions qui nous paraissent très importantes, mais peut-être ces dimensions sont trop complexes. Il faudra aussi travailler sur ce sujet-là précisément pour essayer de définir ce qu'est un indicateur de bonne gouvernance. Hein. On a déjà d'ailleurs commencé, mais c'est un sujet qui va nous intéresser pendant les mois qui viennent. Donc voilà où nous en sommes. Il y a quand même un large consensus sur les indicateurs. Il reste un peu de temps. Creusons ces deux sujets qui restent aujourd'hui encore un petit peu flous. Et techniquement, et avec un ensemble d'experts, nous allons progresser et pouvoir, Monsieur l'ambassadeur, vous faire des propositions plus précises, plus affinées dans les mois qui viennent. Bon, merci Philippe. Ce que je voudrais dire, c'est que vous avez un tableau en face de vous avec deux colonnes. Et donc je voudrais simplement vous dire où
leur statut aujourd'hui. Donc la colonne du centre, c'est la proposition du partenariat français pour l'eau, tel que Philippe vient de vous l'exposer. La colonne de gauche, elle est mentionnée UN Water. Mais aujourd'hui, ça n'est plus la proposition de UN Water. Aujourd'hui, c'est la proposition qui est officiellement faite à la commission statistique et aux négociateurs de l'Assemblée générale des Nations unies, dans une liste qui fait 300 indicateurs, qui est la liste officielle, qui est prise en considération par les gouvernements et qui est aujourd'hui en cours d'étude, en cours d'examen, de validation, voire de rejet. Mais c'est la liste des indicateurs qui sont donc en travaux. Pour ce qui concerne l'eau, UN Water en a proposé 10. Ces 10 indicateurs sont ceux qui sont dans la liste. C'est pour ça qu'il y a identité entre le tableau que vous avez devant les yeux et je dirais, la dernière situation du sujet au niveau des Nations Unies. Alors, UN Water s'est préparé à proposer des indicateurs, l'a fait, mais s'est préparé aussi à en faire le suivi, le monitoring. Pour la partie accès à l'eau potable et l'assainissement, ceux qui s'en occupent, ce sont ceux qui gèrent depuis des années les statistiques sur l'accès à l'eau potable et l'assainissement, c'est-à-dire l'équipe commune de l'UNICEF et de l'OMS, qu'on appelle en abrégé le GMP, for Joint Monitoring Program. Pour eux, ce n'est pas facile, parce que les ambitions sont nouvelles. Il leur faut en particulier mesurer dans tous les pays la potabilité de l'eau, ce qu'ils n'ont jamais fait, mais ils sont en train de s'y préparer. Il leur faut aussi des indications sur la gestion des excrétas qui sortent des installations des toilettes individuelles. Et ça, ils ne l'ont pas encore. C'est un sujet dont on va parler parce que, par ailleurs, les autres thèmes, à savoir la gestion des ressources en eau et la gestion des eaux usées, ne font aujourd'hui l'objet d'aucun suivi statistique. Alors c'est pour ça qu'il y a une initiative tout à fait particulière qui est en route, et je vais demander à son responsable, Denis, de nous dire ce que c'est, où ils en sont, et quand ils vont aboutir. Il s'agit de Graham Alabaster de UN Habitat, mais qui travaille pour l'ensemble de UN Water. Thank you very much, Gerard. Perhaps I can go back a little bit. Some 18 months ago, a group of the UN agencies got together in anticipation that there was going to be a need to build a broader monitoring instrument for the water sector. In particular, to build a pillar which dealt with wastewater and with water resources to support the existing JMP work on access to water and sanitation. And with support from the government of Switzerland and of France and of Germany, we've started to look at the work that needs to be done to develop the indicators and to look, more importantly, at how these can practically be measured. So we, as a group of, it's now 7 UN agencies, all with an interest in water, under the banner of UN Water. We've undertaken an exhaustive study of what's been undertaken at country level and by organisations, multilateral organisations who are already doing water monitoring, to decide where the gaps are and to see what other mechanisms we need to put in place to have a complete picture of the water sector. So basically, after the review work was done and the indicators, the basic indicators were developed, we had to then look at the feasibility because, of course, so much about whether the indicators will be adopted depends on whether they're going to be measurable and whether they're practical. So the GEMI initiative is really about helping member states to jump on the monitoring train, as it were, and to see how they can start to think about how to do effective water monitoring, given that the countries come from a wide range of expertise and of resources and of levels of development. So it's a big challenge because, of course, the SDGs is not just about the MDG countries, it's about the much wider group. So after the initial work had been done globally amongst the group of agencies, the idea about how we could go ahead, what the indicators we could actually measure and how it could be done, was presented to a small group of member states earlier this year
to seek some endorsement to see whether us in the UN system are being responsive and we've got the right approach. So I'm happy to say there was broad agreement, and on that basis we are now going to go ahead and test the concept in the remainder of this year in a few pilot countries. Our aim is then, all being well, to start a global monitoring instrument for these other areas in 2016 and report by the end of 2017 on the status. But of course, the ongoing political process will have some, of course, huge impact on what exactly the indicators will be and the targets. So we have designed GEMI in such a way that it will be responsive to those changes. But the whole thing about GEMI, as opposed to other monitoring initiatives, is that it's about encouraging member states to get on the monitoring ladder, driven by the need for national data and monitoring, and then to use that information to contribute to a global monitoring goal. So it's an ambitious initiative, but there's a huge amount of goodwill. Already in the work that we've done into review what's going on, we've found that there's many new sources of data which can actually be used to make measuring some of these parameters a lot easier. Not only are there databases in water utilities and there are information in other parts of national governments, but also there's a whole range of opportunities using the new methods. We call them Earth observations and other methods to collect data from remote sensing, for example, but also from community-based systems. So the idea is to look at this melange of ideas and to bring them together under GEMI and to show that they can be a practical reality for member states involved. So that's where we are. I hope to be able to report back in a few months' time that we've moved to the next stage. It's an ambitious project, but there's a huge goodwill amongst the UN, working with the partners, with Switzerland, with France and Germany, to make this happen and to see it work. All right, Graham, is it real? Do you have money? Do you have staff? We do. We do have money. We have support from the governments of Switzerland. France, AFD are also contributing, and BMZ. So we're not there yet. We still need a little bit more support. But the commitment is there from some of the Friends of Water. It's there from 7 UN agencies who have all committed to be in this till the end. So the work has started. It's ongoing. I hope it goes well, and it's a very exciting time. We have a great opportunity with the SDGs to do something the water sector has needed for a long, long time. Let's see what we can do. Alors on a fait le tour de la situation sur les 4 briques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il est très probable qu'il y ait un objectif haut avec 6 cibles. On a vu qu'il manquait simplement un chiffre de X%, mais qu'on allait sans doute y arriver. Sur les indicateurs, vous avez vu qu'il y a 10 indicateurs proposés et en cours d'examen très officiels actuellement aux Nations Unies. Il se trouve, je cite mon voisin, qu'ils sont à 80% identiques à ceux qui sont proposés par le partenaire français pour l'eau. Et enfin, en termes de mécanisme de suivi au niveau mondial, il y a 2 équipes, l'équipe du GMP et l'équipe de Graham, qui travaillent à préparer ce suivi. Donc vous voyez, c'est un puzzle qui est en train de s'assembler d'une très très bonne façon. Alors avant de creuser les 2 points de discorde, non, il ne faut pas que je dise ce mot comme ça, j'ai fait exprès, mais disons les différences entre le partenariat français et UN Water sur les sujets liés à la gestion des eaux usées et la gestion de l'efficience des usages de l'eau, qui sont 2 points particuliers qu'on va évoquer dans un instant. Je voudrais vous passer la parole. Alors, on va examiner plus concrètement d'abord la question des eaux usées. Là, je donne la parole à Christophe Lejallet. Merci Gérard. En fait, donc, je vais recroiser beaucoup de choses qui ont déjà été discutées soit par le panel, soit par des questions qui sont venues. Donc, autour, j'irai plus globalement de cette question de l'assainissement et de la gestion des eaux usées et excréta. Parce que je vais quand même
on considère quand même ce qui est important, c'est qu'on a quand même deux cibles. Une cible effectivement qui est sur l'accès et une cible qui est sur la gestion des eaux usées. Alors peut-être tout de suite aussi pour répondre à notre collègue d'Afrique, ce qu'il mentionnait tout à l'heure, il faut rappeler quand même que pour les OMD, l'OMD assainissement, il avait été oublié au départ. En 2000, on n'avait pas d'OMD assainissement. C'est en 2002 à Johannesburg qu'on l'a oublié. Donc ça a créé un retard très très important. Et il a fallu attendre l'année internationale de l'assainissement en 2008 pour qu'on se préoccupe vraiment de l'assainissement. Donc là, on peut se dire que s'il y a dès le départ une cible, la cible 6.2 qui cible l'accès à l'assainissement, une cible 6.3 qui cible la gestion des eaux usées, là, on a beaucoup plus de chances qu'il soit pris en compte. Alors, l'accès à l'assainissement, donc c'est ce qui avait été considéré dans les OMD. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On voit que c'est un OMD qu'on est très loin d'avoir atteint. Donc il y a un très long travail à faire. Donc justement, dans le cadre des ODD, il y a une cible qui concerne spécifiquement cette question. Cible qui a deux indicateurs et c'est aussi une de ses qualités, c'est-à-dire que souvent aussi l'assainissement peut être oublié. Il y a une autre chose qui est encore plus souvent oubliée, c'est les questions d'hygiène. Et là, pour le moment, il y a un indicateur lié à l'hygiène qui est l'indicateur lié au lavage des mains. Donc là, c'est quand même aussi une étape importante. J'en profite aussi juste pour compléter ce que disait Jean Lapec, qui est peut-être reparti, en parlant de désagrégation. Alors la désagrégation ne se retrouve pas directement dans les cibles des ODD. Elle se trouve dans des cibles que souhaitent continuer à suivre le Joint Monitoring Programme. Il développe toute une méthode pour le suivre, mais ça ne constituera pas un indicateur en tant que tel, mais pour nous, acteurs du secteur, on aura la possibilité d'avoir une visibilité sur cette question. Alors, je voulais juste, sur cette question des eaux usées, effectivement, partager avec vous quelques éléments qui ressortent d'un atelier international qu'on avait pu organiser donc, avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie, le SIAP, l'AST et le Partenariat français pour l'eau, un atelier international sur la question des eaux usées excréta. Se préoccuper justement de l'aval de l'accès. L'accès, on l'a mal considéré, mais il existait dans les OMD. L'aval n'existait pas du tout. Par l'aval, j'entends l'évacuation, le traitement, et dans certains contextes, la réutilisation si c'est ce qui est approprié. Alors, on a donc considéré ces trois éléments, ces trois composantes dans cet atelier. On a essayé de réfléchir qu'est-ce qu'on peut apporter à la réflexion en cours sur les indicateurs dans le processus post-2015, mais aussi qu'est-ce qu'on pourrait apporter en termes de mise en œuvre. Alors sur le deuxième volet, mise en œuvre, je ne vais peut-être pas en parler maintenant. On a un autre side event qui suit, justement, on va pouvoir continuer à le partager. Mais je vais peut-être partager avec vous ce qui ressort donc, sur le volet indicateur. Je voulais aussi dire que durant cette rencontre, on a eu la chance que Graham Alabaster participe à cette rencontre. Il a ainsi pu partager avec nous où en était la réflexion et on a pu effectivement partager avec lui un petit peu comment on pourrait aller encore plus loin. Donc ça a été vraiment un débat très intéressant d'échange entre tous ces acteurs internationaux et aussi avec UN Water et donc le GMI. Alors, sur le thème de l'évacuation, alors déjà il y avait des grands principes qui avaient été quand même rappelés au départ, c'est que l'évacuation, ce n'est pas que du réseau d'égout. Si on parle d'évacuation, on doit tout autant se préoccuper de l'évacuation des bouts de vidange, de ce qu'on appelle fecal sludge management, qui est très souvent oublié. On en discutait avec Chris Zerbrugg à la session précédente. Lorsqu'on parle de wastewater, on pense réseau et on oublie complètement qu'il y a aussi tout ce qui est bout de vidange et qu'il faut considérer. Un point qui ressort de cette question lié aux indicateurs, c'est un point sensible, c'est qu'il n'y a pas une lisibilité directe. Quel indicateur suit directement cette question de l'évacuation? On peut considérer qu'il est en partie traité dans la cible 6.2, lorsqu'on parle de Safely Managed Sanitation, mais quand c'est défini, c'est clairement défini plutôt pour les systèmes on-site. Ça ne le dit pas que ça l'aide directement pour les systèmes collectifs. Donc, c'est une petite question qu'il faut toujours avoir, peut-être garder en tête, pour être sûr qu'on n'oublie pas de méconsidérer cet aspect de l'évacuation. Dans quelle cible est-elle vraiment considérée? Est-ce que c'est dans la 6.2, ce qui serait le cas apparemment pour le non collectif? Et est-ce que c'est dans la 6.3, au travers du traitement, on suppose qu'il y a eu évidemment une évacuation au préalable. Mais le fait de ne pas le cibler directement peut aussi inciter à être moins attentif à ce volet-là.
je peux le dire, en voyageant à travers le monde, j'ai quand même vu un certain nombre d'endroits où il existe des stations d'épuration, mais pas encore le réseau qui relie à ces stations d'épuration. Donc n'oublions pas de considérer cet élément. Sur le traitement qui était vraiment le cœur de nos discussions, qui est effectivement une grande avancée dans les débats en cours. Alors, un point est sensible. Alors, déjà, pour nous, c'est de bien rappeler que l'objectif premier de l'assainissement, c'est de réduire les impacts négatifs sur la santé et l'environnement. De toujours le rappeler, parce qu'après, on va parler aussi de la réutilisation, et de se dire un traitement, avant qu'il ne serve à la réutilisation, il sert d'abord à préserver la santé et l'environnement. Le deuxième point auquel on avait été sensible dans cet atelier, c'est de se dire, et je sais que Graham le partage lorsqu'il a plus le temps de développer toutes ces questions, c'est qu'on doit bien considérer donc, bien sûr, donc, toutes les composantes, tous les produits concernés par ce traitement, les bouts de vidange issus des fosses domestiques, les eaux usées domestiques, donc les eaux usées industrielles et les eaux usées agricoles. Donc il y a cette difficulté à bien considérer cet ensemble. On a eu tendance à plutôt considérer les trois premières en mettant de côté les eaux usées agricoles qui sont quand même d'une plus grande complexité à suivre. Et de ce débat, donc, ce qui ressort, donc, c'est donc, deux indicateurs sont actuellement proposés. L'un qui va mesurer le pourcentage d'eau usée safely treated, donc traitée de façon appropriée, donc qui semble, nous sommes tout à fait appropriés, qui semble mesurable, je dirais facilement entre guillemets, avec la question, donc il aurait peut-être pu séparer ce qui est eau usée domestique et eau usée industrielle. Mais on suppose qu'il y aura cette différenciation qui sera possible. Ce qui compte, c'est qu'il existe globalement cet indicateur. Il y avait un deuxième indicateur qui était proposé, qui était plus lié à l'état du milieu récepteur. Donc comment les eaux qu'on va rejeter ne vont pas dégrader ce milieu récepteur. Donc c'est dans les débats qu'on a eus, ça semblait à tout le monde effectivement très important de le contrôler. Mais on se dit c'est vraiment un indicateur de mesure d'impact et non pas du tout un indicateur de réalisation qu'il sera sûrement très complexe à mesurer. On l'a vu au niveau européen, la difficulté qu'on a à suivre de tels indicateurs. Donc on se dit, soyons prudents sur un tel indicateur, même si on comprend toute la valeur qu'il peut avoir. Alors sur le dernier point, la question de la réutilisation. Donc on en a parlé tout à l'heure et c'est Philippe qui a cité cet exemple effectivement de débat qu'il y a eu ça. Ce thème a effectivement ouvert vraiment un débat qu'on n'a pas arrêté, qu'on n'a pas tranché. Alors tout d'abord déjà, l'entrée globale c'était réutilisation et valorisation des eaux usées. En fait, on n'a pas réellement considéré toutes les questions de valorisation, on a plutôt considéré la question de la réutilisation des eaux usées. D'ailleurs, ce qui est en phase avec la cible des ODD. Pourquoi est-ce qu'il y a eu en fait des débats assez sensibles? C'est que tout d'abord, la question est apparue que oui, réutiliser les eaux usées a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages parce que ça peut réduire la surexploitation des aquifères, ça peut permettre de recharger les nappes, ça peut contrer l'intrusion d'eau salée dans les nappes, ça peut préserver, c'est bien sûr important pour préserver les eaux humides, ça peut permettre l'irrigation. Mais il y a aussi des limites, des risques que l'on a pu mettre en évidence. C'est tous les risques qu'il y a aux micropolluants qui sont difficilement contrôlables, des risques qui sont liés à la salinisation des sols, et aussi ça peut être son coût. Dans certains cas, on a vu qu'on atteint des coûts de traitement pour la réutilisation qui sont très très élevés. Et bien sûr, quand je parle de micropolluants, c'est aussi justement tous les risques indirects sur la santé. Et surtout, ce qui est apparu dans ce débat, c'est qu'il y a un élément qu'on oublie quand on parle de réutilisation, c'est le milieu récepteur habituel. C'est-à-dire que dans on peut avoir des cas où on fait tellement de réutilisation, toute l'eau qu'on prélève, on en trouve une réutilisation en oubliant un des bénéficiaires logiques qui est le milieu récepteur lui-même, qui peut être une rivière. Et si on va à l'extrême dans la réutilisation, on peut se retrouver sans restitution de la composante eau vers la rivière. Donc c'est ce qui a conduit justement à cette prudence qu'exprimait Philippe tout à l'heure, c'est que le groupe s'est dit soyons très prudents. On ne peut pas globalement pousser un objectif qui dit augmentons la réutilisation. C'est à voir cas par cas. Donc vraiment de se dire sur cette question, soyons prudents quand on pousse la réutilisation. Alors
Pour revenir à la cible elle-même, alors, il y a eu effectivement 2 avis. Donc certains avis restaient réservés sur la nécessité d'encourager arbitrairement et aveuglément à augmenter cette réutilisation. Et d'autres se sont dit que la formulation de cette partie était quand même suffisamment floue. Est-ce qu'elle n'est pas, parce qu'on parle de safely reuse, donc si on parle d'augmentation, on ne sait pas si c'est une augmentation globalement de la réutilisation des eaux ou l'augmentation de la réutilisation dans de bonnes conditions. Donc on s'est dit qu'il y a un certain flou qui peut nous laisser, qu'on peut tolérer de cette façon. Et il a également été proposé durant cet atelier de se dire le fameux X%, de le remplacer par un doublement, c'est-à-dire augmenter de 100%. Vu qu'on part d'un niveau très très bas, un doublement, de toute façon, ça reste quelque chose qui ne présente pas trop de risques par rapport aux réserves qui avaient été formulées auparavant. Donc voilà juste quelques éléments qui ressortaient de cet atelier. Alors, merci Christophe. Donc ça vous donne un bon éclairage de, je dirais, de la difficulté de bâtir des indicateurs qui soient à la fois pertinents par rapport au sujet, qu'on puisse mesurer, mais qui n'ait pas de défaut dans des cas particuliers. C'est une vraie difficulté. Il ne faut pas que dans un pays ou dans une région, l'indicateur que l'on cherche à mesurer soit en fait une régression au lieu d'être un progrès. Donc ce n'est pas facile. Alors sur cette question des eaux usées, c'est là qu'il y a une petite différence, si on simplifie, entre UN Water, mon ami de gauche, et le partenaire français à droite. UN Water propose 2 indicateurs, l'un sur le traitement des eaux usées, le partenaire français c'est la même chose, mais UN Water propose un indicateur sur l'état du milieu naturel, que le partenaire français considère comme assez compliqué à obtenir dans un délai bref, et par contre le partenaire français aimerait bien qu'il y ait un indicateur sur la réutilisation des eaux usées, puisque ça fait partie de la cible politique. Dernier sujet, la mesure de l'efficacité des usages de l'eau, qui fait partie de la cible sur l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais demander à Guy Fradin, Merci Gérard. qui a une certaine expérience en la matière, de nous faire part de son avis sur le sujet. À propos de l'agriculture, si tu permets, je vais me concentrer sur ce sujet. Alors dans les cibles de l'objectif, il y en a une qui concerne effectivement l'usage de l'eau en agriculture, qui est un peu complexe, mais enfin qui vise à accroître l'efficience de l'utilisation de l'eau dans tous les secteurs agricoles, et puis à assurer des prélèvements dans les nappes souterraines, qui sont un cas évidemment spécifique, qui soient soutenables. Et accessoirement, dans ce contexte, ça dépasse le problème de l'agriculture, réduire le nombre de personnes souffrant de manque d'eau. Alors, la question agricole est complexe, bien sûr. Elle constitue finalement, en tant que telle, un petit cycle de l'eau. Hein. On avait le petit cycle sur la distribution et l'assainissement, et puis là, on a un cycle où on prélève de l'eau et on l'utilise en agriculture, mais en partie aussi, il n'est pas coupé cette fois du milieu naturel. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écouté Christophe. Dans l'utilisation des eaux usées en agriculture, il y a la question évidemment de la qualité des eaux, mais c'est des eaux qui sont réinjectées finalement dans le milieu d'une manière ou d'une autre. Alors jusqu'à présent, l'indicateur qui est sur la table, finalement, qui est retenu, qui a été expérimenté d'ailleurs, c'est un indicateur assez simple sur les pertes en eau qui concernent l'irrigation et qui concerne finalement les pertes en eau dans les réseaux, hein, entre ce qui est d'un côté puis ce qui est utilisé à la sortie. Alors c'est un indicateur intéressant parce qu'il est un indicateur physique, donc il est comparable, il est mesurable, mais il est quand même, on s'est aperçu qu'il était imparfait parce que d'abord, c'est pour ça que j'évoquais le cycle de l'eau, de dire finalement quand il y a des pertes dans les réseaux, c'est pas peut-être une catastrophe, c'est de l'eau qui revient quand on est en milieu naturel et qui est utilisée, qu'on retrouve en aval. Bon, deuxièmement et surtout, et d'ailleurs, alors c'est une mesure donc qui ne se fait que sur ce qu'on appelle l'eau bleue, c'est-à-dire l'eau qui est prélevée hein, dans les rivières. Ou dans les nappes souterraines et qui est utilisée pour cela. Par contre, on ne prend pas en compte maintenant ce qu'on appelle l'eau verte, c'est-à-dire en fait l'eau de pluie qui rentre dans les sols et qui est réutilisée par les plantes. Et là, vous voyez que je vais en venir en fait à un indicateur qui a plutôt un regard d'abord qui n'est pas seulement relatif à une mesure physique de l'eau utilisée ou non,
mais à ce à quoi l'eau sert. Et évidemment, l'eau, ça sert à faire pousser des cultures. D'ailleurs, souvent, quand j'entends dire un peu avec un peu comment dire, regret que 70% de l'eau utilisée est pour l'agriculture, je dis so what, c'est quand même pour produire de la nourriture. Alors certes, on peut faire, et c'est là qu'on en vient, il faut faire mieux avec moins, bien entendu, mais c'est quand même pour produire la nourriture dont nous avons besoin. Donc on se questionne à ce moment-là sur l'efficience d'utilisation de l'eau au regard de cette production agricole, de la production agricole elle-même. Alors quand on réfléchit à ça, on se dit, bon, alors comment je vais le mesurer? Là, on rentre dans un domaine qui n'est plus seulement, évidemment, un domaine physique eau, mais un domaine économique. Production agricole, on est dans des indications de valeur, de quantité aussi, c'est vrai, d'abord. Mais alors la quantité, c'est une difficulté parce que on ne peut pas mélanger les choux, les carottes et les poireaux. Donc si je produis des tonnes de blé ou si je produis des tonnes de salade, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc on pense évidemment à la valeur économique, la valeur financière. Là déjà on peut avoir un point de comparaison. Et puis on peut penser aussi, on y réfléchit, à la valeur en calories. C'est-à-dire qu'est-ce que ça produit évidemment en termes de valeur nutritionnelle, puisque derrière la production agricole, on a bien sûr la thématique de sécurité alimentaire. Voilà. Donc les indicateurs physiques sont des indicateurs qui sont véritablement, enfin l'indicateur physique pour le moment qui regarde évidemment l'indicateur eau spécifiquement, donc qui peut-être plus concerne l'acteur de l'eau, mais finalement en termes de production agricole, il y a peut-être la nécessité de s'orienter, de réfléchir à ces indicateurs de type économique qui, que ce soit pour la valeur calorique ou que ce soit pour la valeur en argent, permettent d'abord sont quantifiables. Je veux dire qu'on est capable effectivement d'installer, et on l'a fait, je veux dire, dans un certain nombre de pays, d'avoir ces données sur les valeurs caloriques des productions et sur les valeurs financières. Donc ça permet effectivement un suivi qui est le même et transversal pour l'ensemble des pays. Donc c'est cette réflexion qui est en cours là pour essayer de sortir sur quelque chose qui soit plus pertinent, mais qui est plus un indicateur cette fois de développement durable, puisque derrière évidemment il y a, je disais, la nutrition, mais il y a aussi la valeur ajoutée, les emplois qui vont avec, etc. Donc c'est quelque chose qui donne une idée peut-être plus globale de l'utilisation de l'eau, puisqu'on est au départ c'est bien l'eau, et de l'efficience d'utilisation de l'eau, puisque en matière d'utilisation d'eau, alors les situations, évidemment, sont toutes différentes et on n'est pas au même degré de manque d'eau. Mais regarder seulement, finalement, le manque d'eau et l'économie d'eau qu'on va faire est insuffisant. Il faut aussi voir de quelle manière j'utilise au mieux, évidemment, c'est more crop per drop. Voilà. Simplement sur l'affaire des prélèvements soutenables, alors cette fois dans les nappes, qui est un vrai sujet, là on pense à un indicateur, mais qui n'est pas tout à fait simple politiquement à faire, Gérard sourit parce qu'il sait de quoi je vais parler, qui n'est pas tout à fait simple, qui est en fait de se référer aux prélèvements qui ne sont pas soutenables, c'est-à-dire qui sont en excès, qui mettent les nappes en déséquilibre ou qui se font dans des nappes fossiles, donc qui ne sont plus renouvelables à échelle humaine. Mais évidemment, on le sait, c'est un sujet qui est délicat, puisque dans bon nombre de cas et bon nombre de pays ont déjà mis en place et continuent à mettre en place ce type de prélèvement. Et donc, il y a une façon de montrer du doigt une manière non soutenable finalement d'utiliser les prélèvements d'eau pour l'agriculture. Merci. Alors, merci Guy. On va devoir conclure. Donc je voudrais simplement dire, vous avez eu à mon avis dans cette heure et demie un bon échantillon de la qualité des dialogues qui existent sur la question des objectifs de développement durable, aussi bien au sein du partenariat français que de l'équipe de France en général, que du dialogue international entre les Français et les Suisses. Il y en a d'autres, mais c'est une vraie réalité humaine depuis 2 ans. Il y a énormément de discussions qui se passent au sein des pays, entre pays, avec le système des Nations Unies. Ces débats sont quelquefois tendus, au sens où c'est très sérieux, mais
mais le résultat est très positif puisqu'aujourd'hui, il y a une proposition complète qui est sur la table et il suffit de dire oui pour que tout s'enclenche. Je vais terminer sur un point, parce que ça c'est quand même très positif, on est très content de voir que la richesse de ces dialogues a fourni quelque chose qui marche, qui est simple alors que c'est un sujet compliqué, qui est donc acceptable, qui fait du sens politique, tout ça c'est parfait. Je vais terminer sur un point. Dans les débats internationaux de la communauté de l'eau, comme ici, habituellement, il y a de grandes discussions sur la gouvernance, et puis on termine toujours par dire « Ah oui, mais dans l'eau, ce qui manque, c'est la volonté politique. » Ce qui est souvent vrai. Hein. Mais on dit toujours ça. Mais c'est vrai, parce que ce sont les politiques qui sont le cœur de l'action. Sans politique, dans l'eau, il ne se passe rien. Cette année, les choses sont à l'envers. Vous n'aurez plus le droit de dire « Il y a un manque de volonté politique ». À la fin de l'année, les chefs d'État vont dire « Ah, on va faire ceci pour l'eau, ceci, cela ». Alors donc, c'est à nous d'être prêts. Est-ce que la communauté de l'eau est prête à faire l'accès universel à l'eau potable? Est-ce qu'elle est prête à diviser par 2 la quantité d'eau potable, d'eau usée non traitée? Est-ce que, enfin, je ne vais pas poser toutes les questions. À mon sens, non. La communauté de l'eau n'a pas encore compris que la volonté politique allait être là et que c'était à elle de faire. Dans chaque pays, il va y avoir des débats, il va y avoir des programmes d'action. Est-ce qu'on a des propositions qui conviennent? Je ne suis pas sûr. Donc on a du pain sur la planche. Bon courage et merci. Je vais remercier mes panélistes.